Notre histoire d'aujourd'hui commence avec un jeune homme marocain nommé Yassine, âgé de 24 ans. Yassine est né à Sidi Tebi, dans la région de Kénitra, au sein d'une famille modeste et ordinaire. Sa famille était composée de son père, de sa mère, de 2 garçons et de 2 filles. D'après les témoignages, Yassine était l'une des personnes les plus gentilles qui soient. C'était un jeune ambitieux, respectueux et apprécié de tous. Il aimait énormément ses parents, et aussi l'aimait beaucoup et était fier de lui. À l'âge de 14 ans, il s'est rendu compte que son père avait des difficultés et que la situation financière de la famille était assez limitée. Il a alors décidé de travailler pour aider son père et contribuer aux dépenses du foyer. Pour cela, il a quitté l'école et a commencé à accepter différents petits emplois afin de gagner de l'argent. En 2023, alors qu'il avait 21 ans, Yassine a décidé de se marier avec une jeune fille de son quartier. Sa famille possédait un petit commerce ou une boutique, et cette jeune fille venait parfois y faire des courses ou s'y rendre. Elle connaissait également sa mère. Lorsqu'Yassine a parlé à sa mère de son désir de l'épouser, celle-ci a été heureuse de cette décision, car la famille connaissait déjà la jeune fille, ses parents et sa bonne réputation. Ils sont donc allés demander sa main. La jeune femme a accepté et les préparatifs du mariage ont commencé. La jeune fille connaissait déjà sa mère. Ainsi, lorsqu'Yassine est allé voir sa mère pour lui dire qu'il souhaitait épouser cette jeune femme, celle-ci a accueilli l'idée avec joie, car il la connaissait bien, connaissait ses parents et appréciait ses valeurs et son éducation. La famille est alors allée demander sa main et le mariage a été organisé. Après leur mariage, la jeune femme est venue vivre avec eux. Ils disposaient d'une chambre à l'étage où le couple s'est installé, mais ils continuaient à vivre en famille, tous ensemble sous le même toit. Ils mangeaient ensemble, sortaient ensemble et partageaient leur quotidien. Yassine entretenait un lien très fort avec sa famille. Il faisait partie de ces personnes qui ont du mal à se séparer de leurs proches. À chaque décision importante de sa vie, il consultait sa famille, demandait leur avis, leur accord et cherchait leur bénédiction. Ce n'était pas par peur, mais simplement parce qu'il avait été élevé ainsi. Yassine n'était pas quelqu'un qui passait beaucoup de temps avec des amis ou dans la rue. Il menait une vie tranquille et exemplaire. Il ne rentrait jamais tard, ne fumait pas, ne buvait pas d'alcool et n'apportait aucun problème à sa famille. Jamais il n'avait eu affaire à la police ou à la moindre histoire de ce genre. Au moment où Yassine s'est marié, il travaillait. La phrase reste incomplète dans l'extrait fourni. Au bout d'environ une année, Yassine a eu l'idée d'acheter une voiture afin de travailler avec une application de transport, notamment. Son objectif était de gagner un peu plus d'argent et d'améliorer les revenus de sa famille. Quelques amis lui ont prêté de l'argent, ce qui lui a permis d'acheter une voiture modeste. Il a alors commencé à travailler avec celle-ci pour couvrir davantage de dépenses. Cependant, Yassine était connu pour être très prudent. Il ne travaillait pas la nuit et n'acceptait généralement pas de longues courses vers des endroits éloignés. Il exerçait principalement dans la région de. Il lui arrivait parfois d'aller jusqu'à, mais cela restait assez rare. La plupart du temps, il travaillait dans son secteur habituel, menait sa vie tranquillement et connaissait parfaitement les risques liés à cette activité. Il évitait donc de prendre des risques inutiles. De nature réservée et prudente, il n'était pas du genre à rechercher l'aventure ou à se mettre dans des situations dangereuses. Maintenant que nous avons appris à le connaître et compris comment il vivait, avançons jusqu'au samedi 30 mai 2026. Ce matin-là, la journée avait commencé tout à fait normalement pour Yassine. À 8h20, elle ne travaillait pas, mais elle aimait sortir comme ça avec ses proches et leur petite fille. Mais ce jour-là, quand elle a demandé à son mari « Est-ce qu'on va sortir ?», il lui a répondu « J'ai un travail à faire, je vais déposer un ami à SLA, Salé. » Il lui a dit qu'il n'avait pas de moyen de transport, que sa voiture était en panne et qu'il devait encore économiser de l'argent pour la réparer, car le mécanicien n'était pas fiable. Sa femme était une femme simple, elle ne lui posait presque jamais de questions. Elle connaissait les responsabilités de son mari et lui a simplement répondu « Que Dieu te facilite les choses ». Vers 15h, il est sorti de la maison. Il a appelé un ami parce que cet ami devait le conduire à Salé. Ils se connaissaient personnellement. Il était avec son ami ou peut-être sa sœur, le passage n'est pas très clair ici. Il a probablement appelé Yassine pour lui demander s'ils étaient prêts. Yassine lui a répondu oui. Ensuite, Yassine a salué sa femme, a embrassé sa fille, est descendu et a rejoint son ami dans sa voiture. La soirée s'est déroulée normalement,
jusqu'à environ 18h46. Sa sœur lui a envoyé un message vocal, car Yacine n'écrivait pas beaucoup de messages, il préférait envoyer des audios. Sa sœur lui a parlé d'une chose qu'elle voulait depuis Kénitra. Il lui a répondu après environ 45 à 46 minutes dans un message vocal. « Je ne t'ai pas oublié, je vais apporter ce que tu veux. » Sa femme, de son côté, s'occupait de sa fille et préparait leur sortie vers 19h. Mais à ce moment-là, elle essayait de l'appeler sur WhatsApp avant de sortir, car une fois dehors, il n'y avait plus de Wi-Fi. Elle savait qu'à ce moment-là, il avait un forfait et que c'était lui qui appelait d'habitude. Elle a donc essayé de le joindre pendant la soirée, car normalement il restait toujours joignable, que ce soit avec sa femme ou sa mère, pour donner ses nouvelles. Elle allait l'appeler sur WhatsApp, mais elle allait constater que l'Internet était coupé. Il avait éteint son téléphone, donc il n'était plus joignable. Elle s'est dit que ce n'était pas un problème, qu'il était sûrement juste occupé. Ensuite, elle a pris sa fille et l'a emmenée dehors, dans un parc. Elle a joué avec elle pendant environ 1 heure, jusqu'à environ 20h et quelques, à l'heure de la prière du Maghreb. Elle a décidé de rentrer à la maison. Une fois arrivée à la porte de la maison, le Wi-Fi s'est automatiquement reconnecté à son téléphone. Et là, 3 messages sont arrivés. Quand elle a ouvert la conversation, elle a vu des messages du numéro de Yacine. Il avait écrit « Ne m'attends pas aujourd'hui, je ne vais pas venir. J'ai eu un travail, je dois aller déposer quelqu'un à Marrakech. » Et là, beaucoup de questions ont commencé à apparaître. Comment ça, Marrakech? Normalement, il ne travaille pas en dehors de Kénitra. Le seul déplacement prévu était d'aller à Salé pour déposer un ami. Elle a commencé à chercher sur Google la gare, car elle ne comprenait pas bien, mais elle était confuse. Elle savait que son mari travaille principalement à Kénitra. Comment est-ce possible qu'il aille à Marrakech sans prévenir? Et surtout, il ne lui a jamais parlé de ça. Pendant 3 ans de mariage, Yacine n'a jamais passé une nuit hors de la maison. Elle était complètement choquée à ce moment-là. Elle est entrée à la maison en disant qu'elle était restée un moment chez sa belle-mère. Puis, après avoir laissé sa fille avec eux, elle est montée. Elle a commencé à l'appeler pour lui poser toutes ses questions. Mais quand il a répondu, sa voix était étrange. Comme s'il mettait la main devant sa bouche, ou comme s'il essayait de cacher sa voix. Il parlait vite et disait « Attends, je t'appellerai après ». Il ne lui a même pas laissé la possibilité de parler. Et encore une fois, ce n'est même pas sûr que ce soit Yacine qui ait répondu. Elle a raccroché et est restée à regarder son téléphone. Elle a ressenti un malaise, un mauvais pressentiment. Elle se disait « Comment il peut aller à Marrakech? Pourquoi il ne m'a rien dit? Pourquoi il n'a pas prévenu ses parents ?» Pour aller de Kénitra à Marrakech, c'est un long trajet. Comment, pourquoi et avec qui? Elle était complètement troublée. Et malgré tout ça, une partie de son esprit lui disait que cette voix n'était pas normale. Elle a alors écrit un message. « Pourquoi ta voix est comme ça ?» Il lui a répondu par message écrit, donc il n'utilisait plus les vocaux. Il lui a dit « Peut-être j'ai attrapé un rhume, j'étais assis près de la mer, peut-être que ma voix a changé. » C'était déjà le 3e ou 4e élément qui semait le doute en elle. Comment ça, la mer? Elle savait qu'il ne parle pas comme ça, ce n'était pas sa manière d'écrire. Yacine écrivait toujours d'une façon très simple et reconnaissable. Et comment aurait-il pu aller à la mer alors qu'il lui avait dit ce matin « Aujourd'hui je ne peux pas, je dois travailler pour gagner un peu d'argent. » À ce moment-là, la jeune femme a senti que quelque chose n'allait pas. Elle lui a simplement dit « Quand tu finis, appelle-moi. » Mais elle est restée agitée. Elle montait et descendait dans la maison, sortait parfois sur la terrasse. Quand une personne est dans cet état, elle commence à chercher des signes partout. Elle attendait toujours l'appel de Yacine. Elle ne savait pas quoi faire avec son téléphone, elle avait peur de le laisser tomber. Finalement, elle s'est énervée. Elle a essayé de rallumer le téléphone, mais l'écran ne s'allumait plus. Elle a essayé encore, mais rien. À ce moment-là, elle a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. À ce moment-là, le fait que le téléphone soit cassé n'était pas un bon signe. Elle a appelé le petit frère de Yacine. Le petit garçon était en train de jouer au ballon en bas. Elle lui a dit « Regarde, envoie un message vocal à Yacine maintenant et dis-lui que mon téléphone est cassé. Si tu peux, appelle-le depuis ton téléphone. Dis-lui que c'est urgent, je l'attends. » Le petit garçon a accepté. Il a envoyé un audio à son frère. Mais la fille est restée à attendre.
1 heure et demie est passée. Le petit garçon ne lui a pas rappelé. Yacine n'est toujours pas revenu. Elle n'avait aucune nouvelle de lui. À partir de la soirée, elle est descendue chez la mère de Yacine. Son cœur était serré, rempli d'angoisse. Elle a essayé d'utiliser le téléphone du frère de Yacine pour l'appeler, mais Internet était coupé. Elle essayait encore et encore, mais personne ne répondait. Elle envoyait des messages, mais ils n'étaient même pas lus. L'audio envoyé par le petit frère disait « Ta femme a cassé son téléphone, appelle-la, elle est très inquiète pour toi. » Mais même ça, il n'a pas répondu. Et normalement, Yacine ne pouvait pas voir un message concernant sa femme sans répondre. À partir de la soirée, elle a informé sa famille. Elle leur a expliqué tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il allait à Marrakech. Sa voix n'était pas normale, quelque chose ne va pas. Sa famille a commencé à paniquer aussi. Il faut savoir que Yacine était quelqu'un de normal. Il sortait parfois avec ses amis, il voyageait occasionnellement. Donc au début, certains pensaient qu'il allait revenir après 1 ou 2 jours. Mais s'ils connaissaient vraiment Yacine, ils auraient compris que ce comportement n'était pas du tout normal. Cette nuit-là, toute la famille était bouleversée. Tout le monde commençait à comprendre une chose. Ce qui s'est passé n'était pas normal. Quelque chose était arrivé à Yacine. Les appels ont commencé de partout. Ses sœurs, ses cousins, ses proches, tout le monde essayait de le joindre. Mais il ne répond toujours pas. Et malgré tout, personne n'avait de nouvelles de lui. Cette nuit-là, ils sont restés dans cet état, avec la porte ouverte et l'angoisse partout. Les gens entraient et sortaient sans arrêt. Certaines tantes de la famille ont même pris la route cette nuit-là, sans attendre le matin, pour partir chercher des nouvelles. Ils étaient convaincus qu'il s'était passé quelque chose à Yacine. Au début, ils pensaient à une hypothèse simple, peut-être un vol, peut-être quelqu'un lui avait pris la voiture, peut-être qu'il était bloqué quelque part. Mais l'idée qu'il puisse être mort ou en danger grave n'entrait pas encore dans leurs esprits. Ils imaginaient surtout un problème temporaire. Mais l'inquiétude devenait de plus en plus forte. Les gens ont commencé à parcourir les routes cette nuit-là pour essayer de le retrouver. Lui, le père, ne pouvait pas dormir. Il faisait les allers-retours sans arrêt, complètement bouleversé. Vers 2 heures du matin, il est allé chez la gendarmerie pour déposer une déclaration. Il leur a dit « Voilà ce qui s'est passé, mon fils a disparu. Il conduisait un véhicule, et depuis, nous n'avons aucune nouvelle de lui. » Les gendarmes lui ont demandé « Est-ce qu'il ne serait pas avec des amis quelque part? Peut-être qu'il est sorti et qu'il reviendra ?» Le père a répondu « Impossible. Mon fils a 24 ans et il n'a jamais passé une seule nuit hors de la maison sans prévenir. » Les gendarmes eux-mêmes ne savaient pas encore comment réagir, mais ils ont commencé à prendre l'affaire au sérieux. Normalement, une enquête pour disparition n'est lancée officiellement qu'après 24 heures, mais dans ce cas précis, ils ont commencé à agir immédiatement. Ils ont pris toutes les informations sur Yacine et ont lancé des recherches. L'alerte a été envoyée à toutes les unités de police. Kénitra, Casablanca, Rabat, toute la région a été informée. On leur a demandé de garder le téléphone du père allumé, au cas où il y aurait une nouvelle information. Mais lui, il était complètement brisé. Il pleurait comme jamais auparavant. Même ses filles disaient qu'elles n'avaient jamais vu leur père dans un état pareil, en larmes et totalement effondré. Il est allé prier la prière de l'aube, Fajr, puis est revenu encore une fois chez les gendarmes. Le matin est arrivé. Les gens ont commencé à sortir, mais les recherches continuaient. Des amis et des proches ont commencé à publier sur les réseaux sociaux. Son nom, la plaque de la voiture, le modèle du véhicule, tout était partagé. Des appels à témoins ont été lancés partout. Mais Yacine restait introuvable. Et même si seulement quelques heures avaient passé depuis sa disparition, tout le monde comprenait déjà que ce n'était pas une disparition normale. La famille de sa femme est arrivée aussi. Même ses oncles et tantes sont venus. Tout le monde pleurait. Tout le monde cherchait. Et toujours la même question. Qu'est-ce qui est arrivé à Yacine? Tout le monde commençait à donner des hypothèses différentes. Vers 12h ou 12h30 de la journée, un responsable est venu à la maison. Même la femme de Yacine a entendu des gens crier le nom du père de Yacine dans la rue, en disant « Viens vite, la gendarmerie a besoin de toi. Quelqu'un veut te parler. » À ce moment-là, sa femme a senti que quelque chose de grave venait de tomber. Elle n'a pas réussi à rester calme. Elle s'est enfermée chez elle, complètement bouleversée. Sa sœur l'a suivie et lui a demandé « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle a répondu «
Je ne peux pas rester ici, j'ai l'impression que c'est une mauvaise nouvelle, peut-être une nouvelle de mort. Elle refusait d'accepter la réalité. Elle est montée, s'est enfermée dans la maison et est restée seule. Pendant ce temps, le père de Yacine s'est préparé et est allé à la gendarmerie. Et là, le choc allait commencer. Les gendarmes avaient lancé les recherches dès la nuit précédente, et cette fois les opérations s'étaient accélérées. Le lendemain, dans une zone près de Casablanca, dans un endroit isolé et boisé, on a découvert un corps. Un corps correspondant aux descriptions de Yacine. Âge, vêtements, caractéristiques. Le père a été appelé pour identification. On lui a dit « Nous avons retrouvé un corps, vous devez venir identifier s'il s'agit de votre fils. » Le père n'avait pas le choix. Il est allé sur place. Et il a vu son fils. Son fils était mort. Il n'avait pas été simplement tué de manière visible, mais son corps portait des traces, notamment des brûlures, sur le visage et la poitrine. Le père a reconnu son fils dans un état horrible. Et là, la nouvelle s'est propagée immédiatement. La famille entière a été détruite par la nouvelle. Sa femme, ses frères, ses sœurs, tout le monde était sous le choc. La personne qui avait déjeuné avec eux quelques heures plus tôt n'était plus là. Sa voiture n'avait pas été retrouvée. Son téléphone était toujours éteint. Mais certains rapports mentionnaient une caméra de surveillance dans la zone. Cette caméra aurait montré que Yacine n'était pas mort sur place, mais que des individus avaient été impliqués, qu'ils avaient arrêté la voiture et ensuite continué leur route. Cette preuve a aidé les enquêteurs à avancer dans l'enquête et à identifier des suspects. La famille était en larmes, complètement détruite. Les médias ont commencé à en parler. Les images de la douleur de la famille circulaient partout. C'était une véritable tragédie. Et du côté de la police et de la gendarmerie, les recherches continuaient main dans la main. Mais malgré tout, la question restait la même. Qui a fait ça? Pourquoi? Et comment cela a-t-il pu arriver? Mais entre eux, la police cherchait surtout à comprendre pourquoi cela était arrivé. En voyant les images du jeune homme, sa famille, sa vie, ils voulaient résoudre cette affaire le plus vite possible. Les autorités ont conseillé à la famille de ne pas voir le corps dans son état réel. Ils ont expliqué que la dernière image qu'ils devaient garder de lui devait rester digne. La mère et la femme n'ont donc pas vu le corps directement. Il était couvert, et son visage n'a pas été montré dans son état complet. Ils n'ont même pas eu la chance de lui dire un dernier adieu correctement. Ils l'ont vu de loin, puis ont assisté à son enterrement. Des milliers de personnes étaient présentes aux funérailles. Dans ce type d'affaires au Maroc, la police garde souvent certaines informations confidentielles afin de ne pas compromettre l'enquête. Mais au début, les enquêteurs ont réussi à identifier un véhicule, puis 3 suspects principaux, 3 hommes et une femme. Ces personnes sont apparues sur les caméras de surveillance. Et comme souvent, la police et la gendarmerie ont travaillé ensemble pour résoudre l'affaire rapidement. Dans ce genre de crime, les enquêtes ne durent généralement que quelques jours avant d'aboutir à des arrestations. Et en effet, les suspects ont été arrêtés progressivement. Au final, 5 personnes auraient été impliquées dans cette affaire. Après cela, les rumeurs ont commencé à circuler. Certains commentaires disaient que Yacine aurait une relation avec une fille et que c'était la cause du problème. Mais la famille a totalement démenti cela. Ils ont affirmé qu'ils n'avaient aucun lien avec ce genre d'histoire et qu'ils ne connaissaient pas ces personnes. Selon eux, tout a commencé lorsqu'il a été pris en route, probablement lorsqu'il revenait de Salé. Les suspects auraient voulu lui demander de les déposer quelque part. Puis la situation aurait dégénéré en tentative de vol. Tous les éléments indiquent que le mobile principal serait le vol de sa voiture. Certains disent qu'ils étaient sous l'effet de l'alcool et qu'ils cherchaient simplement à finir leur soirée. Ils auraient croisé Yacine par hasard, l'auraient arrêté, puis la situation aurait mal tourné. Un détail important est apparu le dimanche matin. Vers 6 heures du matin, avant même que le corps ne soit retrouvé, la sœur de Yacine a vu que son téléphone était encore actif. Les messages WhatsApp avaient été lus. Elle a commencé à appeler, paniquée. Quelqu'un a fini par répondre. La personne au téléphone a dit avoir trouvé le téléphone dans un café à Marrakech. La conversation a été enregistrée. La voix semblait être celle d'un homme ivre, qui parlait difficilement. La sœur lui a demandé de remettre immédiatement le téléphone à la police. L'homme a répondu qu'il allait le déposer au commissariat. Il a expliqué qu'il avait trouvé dans un café à Guélise. Il a même donné le nom du café. Mais quand la famille a cherché ce lieu, ils n'ont trouvé aucun établissement correspondant exactement à ce nom. Cependant,
Après vérification sur Google, ils ont découvert qu'un café portant un nom similaire existait à Salé. Tous les criminels impliqués ont finalement été arrêtés à Salé. Mais la question reste, celui qui a parlé au téléphone, faisait-il partie du groupe ou avait-il simplement trouvé le téléphone par hasard? Cela reste encore incertain et les informations à ce sujet ne sont pas totalement confirmées. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que Yacine a été victime d'un vol qui a mal tourné. Certains ont essayé de dire qu'il s'agissait de personnes malades mentalement ou déséquilibrées. Mais beaucoup pensent que ce n'est pas une explication suffisante, car ce genre d'acte ne semble pas spontané ni totalement irrationnel. Après leur arrestation, les suspects ont été présentés la tête couverte, afin de ne pas être identifiés publiquement et d'éviter les représailles ou l'exposition médiatique. Cela montre qu'ils étaient conscients de leurs actes. Ce sont les dernières informations disponibles à ce jour sur cette affaire. S'il y a du nouveau, il sera partagé ultérieurement, soit dans les commentaires, soit sur les réseaux sociaux. Le créateur exprime ensuite ses condoléances les plus sincères à la famille de Yacine. Il leur souhaite patience et force, et espère que justice sera rendue avec les sanctions les plus sévères possibles pour les responsables. Il rappelle aussi que ce genre de fait est choquant dans un pays connu pour sa sécurité et sa stabilité, et que personne ne souhaite revoir ce type de tragédie se reproduire. Ainsi se termine cette affaire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire pour partager votre opinion. Le lien est dans le premier commentaire. Merci à tous d'avoir suivi, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et une nouvelle enquête.